En vrai, je serais pas capable de vous dire la première fois que je suis monté sur un skateboard. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si je suis monté sur un skateboard, c'est en partie grâce au hoverboard de Marty McFly dans Retour vers le futur. Le truc, c'est que le futur de Retour vers le futur, c'était en 2015, il y a 4 ans. Mon skateboard a toujours des roues et à première vue, pas de hoverboard à l'horizon. Ce serait peut-être temps d'aller voir un petit peu où ça en est tout ça. Alors mettez les convecteurs temporels sous tension à 2,21 gigawatts et bienvenue dans Science de Geek. Pour ceux d'entre vous qui auraient vécu coincés sous un rocher depuis ces 30 dernières années et qui n'auraient aucune idée de quoi je parle, Retour vers le futur est une série de 3 films sortis entre 1985 et 1990, scénarisés et réalisés par le duo Robert Zemeckis et Bob Gale. Les films nous emmènent dans la petite ville californienne de Hill Valley en 1985, où l'on va suivre les aventures du jeune Marty McFly, qui va voyager dans le temps avec son vieux pote un petit peu timbré, le doc Emmett Brown, qui a justement inventé une machine à voyager dans le temps sous la forme d'une super cool DeLorean DMC-12. Si le premier volet nous présente un voyage temporel vers le passé dans le Hill Valley de 1955, le deuxième opus, lui, commence directement par un bond dans le futur, dans le Hill Valley de 2015. Il y a 4 ans, donc. Vous voulez dire qu'on est dans le futur ? Tout à fait, et c'est d'ailleurs un futur assez intéressant et original que nous présente le film. Bah oui, parce qu'il faut le remettre un petit peu dans son contexte. Rappelez-vous que la saga Retour vers le futur est sortie dans les années 80, la décennie des Terminator, des Blade Runner, des New York 1997 ou des Mad Max 2, qui présentent tous des futurs dystopiques qui, quand ils ne sont pas carrément post-apocalyptiques, ressemblent à d'énormes villes ruches complètement crasseuses et en permanence plongées dans l'obscurité. Quel horrible cauchemar, c'était affreux. Complètement aux antipodes des standards de l'époque, donc le 2015 de Retour vers le futur nous présente une Californie plutôt ensoleillée, aux couleurs flashy, et où les jeunes se baladent sur des skateboards volants, les fameux hoverboards, qui représentaient pour moi gamin juste le summum absolu de la coolitude. Et visiblement je devais pas être le seul, parce que quand Robert Zemeckis a eu l'excellente idée de balancer, sous forme de vanne, dans une interview que si, les hoverboards ça existait depuis des années, mais simplement les magasins de jouets les avaient pas encore distribués, et ce sont tous les magasins de jouets des États-Unis qui se sont fait harceler de demandes très sérieuses de gens qui voulaient pour de vrai des hoverboards, au point que la production a dû d'ailleurs faire un démenti officiel pour dire que non, les skateboards volants ça existait pas dans la vraie vie. Salut, je suis Robert Zemeckis et je suis américain, et faire des blagues sur le hoverboard c'était vraiment pas une bonne idée. En tout cas, blague ou pas, Robert Zemeckis définit texto dans le making-of du film le hoverboard comme une planche qui flotte grâce à l'énergie magnétique. L'énergie magnétique. Parlons-en un petit peu du magnétisme. Le magnétisme, c'est un truc qui est vieux comme le monde et au moins connu depuis l'Antiquité. Effectivement, il y a très longtemps, des mecs se sont aperçus que certains cailloux qui se trouvaient être en magnétite avaient la propriété d'attirer tout ce qui était en fer. Ils venaient de découvrir les aimants. Et ce qui est marrant avec les aimants, c'est qu'on sait tous à peu près comment ça marche, ça attire, ça repousse, mais on sait pas vraiment expliquer pourquoi. Pourquoi ? En fait, c'est tout bête. Quand vous prenez un aimant permanent comme celui-ci, alors en magnétite, en néodyme ou en ce que vous voulez, il a 2 pôles. Un pôle nord et un pôle sud. Quand vous approchez 2 aimants permanents, les pôles opposés se repoussent et les pôles identiques s'attirent. Ça, vous l'avez tous déjà expérimenté. Et ce phénomène, on le doit au champ magnétique invisible qui est généré par l'aimant, qui, quand on doit le représenter, ressemble à peu près à des oreilles de Mickey tout autour de l'aimant, qu'on appelle plus spécifiquement des lignes de champ. On a d'ailleurs compris assez rapidement que si l'aiguille magnétique d'une boussole se tournait systématiquement vers le nord, c'est que la Terre elle-même, en fait, était un gigantesque aimant avec un pôle nord et un pôle sud, avec également la particularité de générer un champ magnétique plutôt pratique pour nous dans le sens où il nous sert de bouclier géant contre les vents solaires, qui nous sont juste mortels. Et de temps en temps, ça arrive que certains vents solaires se glissent entre les oreilles de Mickey du champ magnétique terrestre. Ce sont les fameuses aurores boréales. Voilà, je suis déjà en train de me barrer à 15 bandes du sujet, mais c'est pas grave, c'est une anecdote que tu pourras ressortir en te la pétant. Alors par contre, le problème des champs magnétiques des aimants permanents, c'est qu'ils ne sont absolument pas stables. Essayez par exemple de faire tenir en équilibre 2 aimants permanents, vous savez qu'il y en a toujours un qui va essayer de se retourner pour se coller à l'autre. Et c'est là qu'arrive la magie des électroaimants. On a découvert au 19e siècle que le courant électrique générait lui aussi un champ magnétique, et que quand on faisait passer du courant dans une bobine de cuivre enroulée autour d'un noyau en fer, on arrivait non seulement à générer un champ magnétique stable, mais dont on pouvait aussi gérer l'intensité. Ce qui fait d'ailleurs partie d'une des plus grandes inventions modernes, dans le sens où on l'utilise absolument partout, dans le transport, dans l'industrie ou même dans la santé. On en a même fait des gadgets de bureau que vous avez peut-être déjà vu passer sur internet, vous savez, ces espèces de petits objets qui flottent sur une base qui est branchée sur secteur, dans le genre de cette DeLorean, histoire
histoire de rester dans le thème. En fait, ce genre de dispositif utilise simplement une base composée d'électroaimants qui va générer un champ magnétique suffisamment puissant pour stabiliser et repousser un objet dans lequel est placé un aimant permanent. C'est malin et ça reste plutôt balèze. Et là vous allez me dire, bah c'est bon, le tour est joué, on le tient, notre hoverboard. Oui, sauf que non, parce qu'il y a une autre force là-dedans qui s'applique, la gravité, et autant faire tenir un aimant de quelques grammes sur une base d'électroaimants, ça va, autant faire léviter un skateboard avec un bonhomme dessus, c'est pas tout à fait la même chose. Et là on se dit simplement, bah il suffit de mettre plus de courant dans les électroaimants, comme ça donne plus de patates au champ magnétique. Sauf que ça marche pas non plus parce que les électroaimants sont eux-mêmes limités par la résistance de leurs composants. En fait, pour que ça puisse fonctionner, il faudrait une puissance électrique de malade, mais genre de malade. Tellement puissante en fait que ça ferait fondre complètement les électroaimants en quelques millisecondes à cause de la chaleur que le courant produirait. Donc un hoverboard sur une base d'électroaimants, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas possible. Mais dans ce monde de science souvent rempli de déceptions, il y a un espoir pour le hoverboard. Deux, en fait. En 2015, et vous vous doutez que la date n'y est pas pour rien, 2 prototypes de skateboard en lévitation pouvant soulever une personne sont sortis. Les deux utilisant le magnétisme, de façon très différente. Pas une seconde de retard sur l'horaire. Le premier s'appelle Endo Hoverboard et a été développé par la société américaine Arxpax. Vous aviez peut-être vu passer la vidéo à l'époque qui avait déjà pas mal cassé internet parce qu'on y voyait nul autre que Tony Hawk rider une espèce de grande planche de skateboard en lévitation à quelques centimètres du sol. Et bien que la société Arxpax ait mis un soin tout particulier à ne pas expliquer le fonctionnement de sa planche, elle utilise simplement le principe scientifique de l'électrodynamique qui est connu depuis le 19e siècle. Et accrochez-vous parce que c'est assez costaud. Il y a en fait sous la planche 4 disques rotatifs sur lesquels sont placés des aimants permanents en alternance de polarité. Nord, sud, nord, sud, nord, sud, etc. En faisant tourner ces disques très rapidement au-dessus d'un métal non ferreux mais conducteur, comme le cuivre, la variation des champs magnétiques des aimants dans la planche de skateboard va créer du courant dans la plaque de cuivre. Et c'est exactement le même principe que la dynamo de vélo qui crée du courant électrique grâce à la rotation d'un aimant à côté d'une bobine de cuivre. Et donc le courant électrique qui circule dans la plaque de cuivre va naturellement générer un champ magnétique, comme pour les électroaimants, qui va s'opposer au champ magnétique des aimants dans la planche de skate et créer une lévitation. Balèze, hein? Mais qu'est-ce que c'est ça là? Eh ben, c'est l'histoire des courants induits et de la loi de Lenz. Voilà, c'est pas simple, mais c'est absolument fascinant. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets plein de liens complémentaires dans la description. Pour en revenir à notre histoire de hoverboard, si on regarde bien la vidéo, sans parler du fait que la planche pèse réellement 50 kg, ne fonctionne que sur une surface en cuivre et nécessite une puissance de batterie juste colossale, moi le vrai truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune forme de contrôle de direction de la planche. C'est exactement comme rider un glaçon sur une plaque de glace. Donc au final, on a un skateboard qui lévite, mais qu'on ne peut pas diriger. C'est déjà la moitié du concept. Voilà pour le premier prototype. Le deuxième prototype, qui est nettement plus intéressant, à mon sens, a été développé par les japonais de chez Lexus, la marque de voiture, et n'a pas spécialement de nom. Il utilise, lui, le principe génial de la supraconductivité. Lui par exemple, c'est pas un supraconducteur. Retrouvez-moi le 22 à Strasbourg, je serai le 28 à Dijon. Non, blague à part, un supraconducteur c'est un matériau qui a des propriétés juste hallucinantes une fois qu'il est refroidi à très basse température. Mais genre à vraiment basse température. Genre à quelques degrés du zéro absolu. Genre pas loin des moins 273 degrés Celsius, une température qui existe même pas dans l'univers. C'est froid, fichtrement froid. Ouais, quand même. Mais bref, le supraconducteur, une fois refroidi, il a déjà la capacité de conduire l'électricité de manière absolument parfaite, d'où son nom de supraconducteur, mais aussi, et surtout, de repousser complètement les champs magnétiques tout en les accrochant. Truc de malade. Et du coup, pour le hoverboard de Lexus, le principe, il est tout bête. En mettant des matériaux supraconducteurs refroidis à la bonne température dans un skateboard posé au-dessus d'un rail composé d'aimants permanents, le skate repousse les champs magnétiques des aimants du rail et il peut alors léviter et glisser sans problème le long du rail. Nom de Dieu. Ben ouais, c'est quand même trop classe. Mais encore une fois, on n'est pas exactement sur le hoverboard de Retour vers le futur. Déjà parce que de 1, il faut forcément un rail, que la vidéo d'ailleurs planque très bien dans un coffrage en bois imitation béton, et de 2, il faut en permanence refroidir le supraconducteur avec de l'azote liquide, sinon il perd toutes ses capacités de lévitation. Ce
qui est quand même pas super pratique. Et quand on sait que Lexus a payé un skater pro pendant plusieurs mois juste pour lui laisser le temps de maîtriser l'engin, c'est que ça doit pas être franchement la planche la plus stable et la plus instinctive à rider. Mais contrairement au système magnétique du Endo Overboard, le principe de la supraconductivité est une découverte assez récente, puisqu'elle date de 1911. Et plus précisément encore, le matériau supraconducteur utilisé dans la planche de Lexus, l'oxyde mixte de barium, de cuivre et d'yttrium, qui a la particularité d'atteindre sa supraconductivité à des températures plutôt élevées de moins 238 degrés Celsius, ouais, c'est plutôt élevé pour un supraconducteur, a lui été développé pas plus tôt que dans les années 80. Bref, la supraconductivité, c'est un sujet scientifique finalement encore assez récent sur lequel plein de physiciens travaillent en ce moment parce qu'on n'est pas encore complètement sûr de comment tout ça fonctionne. Ce dont on est sûr par contre, c'est qu'il reste encore plein de choses à découvrir sur les supraconducteurs, comme pourquoi pas des supraconducteurs qui seraient capables de repousser les champs magnétiques à température ambiante. Mais bon, ça, comme pour le hoverboard, on n'y est pas encore. Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Et ce sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions, des remarques ou des questions à me poser sur ce numéro ou même sur autre chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai encore une fois probablement dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à partager massivement la vidéo sur les réseaux sociaux, je compte sur vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Science de Geek. En attendant, que la science soit avec vous, et à très vite.